Mais c'est des transitions militaires qui aujourd'hui sont à durée indéterminée, qui deviennent des dictatures militaires. Donc, enfin, comment peut-on soutenir une dictature militaire ? Et vous dites la situation sécuritaire, mais elle ne fait qu'empirer avec eux. Pardon, mais le Burkina Faso est en voie de somalisation. Mais au Niger, il y a eu, sous Mohamed Bazoum... Non, laissez-moi finir. Sous Mohamed Bazoum, il y a eu 54 morts pendant ces 2 ans. Là, il y en a 600 depuis qu'il a perdu le pouvoir. Donc, mais pardonnez-moi, mais les attentats, ça n'arrête pas. Peut-être parce que de l'extérieur, on n'est pas content des nouveaux dirigeants. Mais les attentats viennent pas de l'extérieur. Proxy. Les attentats, absolument pas. Les attentats au Niger ne viennent pas de l'extérieur. Je veux dire, proxy, tout est possible. Enfin, je prends le point de vue des dirigeants. On peut rentrer dans oui, vous mettez bien du côté des dictateurs, c'est votre droit absolu, mais ce sont des dictatures, c'est tout. La presse n'est plus libre, il n'y a plus de partis politiques. Je ne parle pas de l'Ukraine, là on parle... Je veux dire exactement comme en Ukraine. Écoutez, là on parle du Sahel. Le 26 juillet, c'est même pas un coup d'État qui s'est passé au Niger. C'est même pas un coup d'État. Il n'y a même pas eu un seul coup de feu. C'est simplement le patron de la garde présidentielle qui a enfermé le président chez lui. C'est tout. Il ne s'est rien passé d'autre que ce moment-là. Il est d'ailleurs toujours à la même place 8 mois ou 9 mois après. Au palais présidentiel. Il est toujours au même endroit, au milieu de la garde présidentielle. Les manières qu'on l'a accueilli là-bas, on n'a jamais vu. Les populations du Niger, nous ne savons même pas quoi dire. Ils ont fait ça pour l'AIS, ils ont fait ça pour le Burkina, ils ont fait ça pour le Mali, ils ont fait ça pour l'Afrique. Ça montre qu'Ibrahim, c'est un président d'Afrique. Ce n'est pas Burkina seulement, ce n'est pas l'AIS seulement. Pour ça même, je peux féliciter le président. Parce qu'il fait vraiment du bon boulot. Et nous tous, on a été témoins, on a vu l'accueil. Nous, on n'a jamais vu ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et les jours à venir, là, je pense qu'on va être encore plus fort. Ça, je vous promets ça. Partout dans le monde entier, on sait que c'est un président. Pour nous, une fierté. Et on pense que c'est vraiment la matérialisation de l'Union africaine qui va débuter sincèrement. Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilles et bienvenue sur cette chaîne Visite Afrique. Visite Afrique est une chaîne qui vous aide à visiter et à découvrir le continent africain. Ici, nous vous donnons toutes les informations sur les visas, les guides de voyage et tout ce qui peut faciliter votre séjour sur ce très beau continent des 54 beaux pays. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce pour le like et à partager. Nous avons constaté que de nombreuses personnes regardent nos vidéos mais ne sont pas encore abonnées. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, c'est juste un pouce. Merci. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux comme Instagram et TikTok, les liens sont dans la description. Merci une fois de plus. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les causes de la création de la Confédération des États du Sahel, ou encore de l'Alliance des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel est aujourd'hui, sans aucun doute, pour les pays de l'option francophone, l'État le plus puissant et le plus populaire sur le continent africain. Le 26 juillet est l'une des dates les plus importantes du continent africain de ces 50 ou 100 dernières années. Nous allons voir les causes et de nombreux facteurs qui sont à l'origine des événements du 26 juillet à Niamey au Niger. Le 26 juillet à Niamey au Niger, le CNSP et son président Abdourahmane Tiani ont pris le pouvoir. Et dans cette vidéo, nous allons voir certaines choses qui se sont passées avant. Alors une fois de plus, bienvenue sur Visite l'Afrique. En ce qui concerne le Mali, il y a un renforcement de la volonté de mettre ces militaires-là au banc de la société. Nous considérons que l'évolution actuelle de la situation au Mali ne préjuge rien de bon parce qu'ils marquent leur volonté puisqu'ils disent que les élections ne sont pas leur priorité. Pour la CEDEAO, et cela a été réaffirmé, les élections, c'est notre priorité. Février 2022, les élections doivent avoir lieu. Sinon, nous allons associer l'ensemble de la communauté internationale aux sanctions contre les militaires maliens. Donc, nous exigeons une feuille de route claire pour qu'on aille aux élections. Deuxièmement, nous n'acceptons pas que dans notre sous-région, des mercenaires viennent s'impliquer, viennent dégrader davantage encore la situation sécuritaire. Donc, par conséquent, la CEDEAO condamne cette velléité de vouloir signer un accord avec cette société Wagner de mercenaires russes. Cela est très clair. Donc là aussi, on sonne la sonnette d'alarme. Nous ne pouvons pas accepter que les militaires maliens nous amènent un autre élément hétérogène constitué de mercenaires étrangers dans notre zone. Donc la CEDEAO tient à ce que des mercenaires russes ne soient pas dans notre région pour dégrader davantage la situation sécuritaire. Est-ce que l'arrivée d'un groupe militaire Wagner au Mali pourrait remettre en cause la coalition du G5 Sahel ? Mais certainement, puisque nous n'acceptons pas la présence de ces gens-là
Et les militaires maliens doivent renoncer sans délai, si cela s'avère, à ce type d'accord, parce que nous n'accepterons pas que des irréguliers étrangers, des mercenaires viennent dans notre sous-région pour davantage dégrader la situation sécuritaire qui est déjà assez grave. Les autorités de la transition malienne affirment qu'il faut organiser des assises nationales avant d'aller aux élections. Non. Justement, nous n'acceptons pas. La CEDEAO refuse tout autre agenda qui ne soit pas l'organisation des élections pour la fin février 2022. Donc c'est très très clair. Tout autre agenda de diversion, parce qu'il s'agit pour nous d'une diversion, et en cela nous pensons la même chose que la plupart des forces politiques du Mali. Nous n'acceptons pas de diversion pour détourner des objectifs qui sont bien assignés à cette transition, les élections à fin février. C'est très très clair. Cette diversion n'est pas acceptée. Et sur la Guinée, monsieur le ministre, toujours pas de sanctions économiques. Vous restez sur une position à minimum, juste la suspension. Elle n'est pas seulement à minimum. On demande une transition très courte de 6 mois. En juillet dernier, la CEDEAO a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Mali. On sait que vous étiez plutôt pour le maintien de ces sanctions. Mais juste après cette décision de clémence, les militaires maliens ont arrêté 49 soldats ivoiriens présents au Mali, en les traitant de mercenaires. Est-ce que ces sanctions ont été levées trop tôt? Est-ce qu'il faut les rétablir? Je ne peux pas répondre à cette question. Je déplore le fait que ces soldats de Côte d'Ivoire aient été arrêtés par les autorités du Mali. Je trouve ça totalement absurde. Les propos à l'occasion de nos réunions de la CEDEAO du président Ouattara résonnent encore dans mes oreilles. Il parle du Mali avec beaucoup d'affection. Et il a été pour beaucoup dans la levée des mesures de sanctions prises par la CEDEAO. Alors que vous étiez plutôt contre, vous. Je constate aujourd'hui qu'il est payé par l'ingratitude de ceux qui ont tiré profit de cette décision de lever de l'embargo à laquelle le président Ouattara avait grandement contribué. Il s'estime trahi? Oui, je considère qu'il a été trahi, moi aussi. Le Niger est un pays démocratique, mais l'Afrique de l'Ouest est frappée par une contagion de coups d'État. Oui. Votre pays en a connu 4 depuis l'indépendance. Il a connu une dernière tentative en avril dernier. Est-ce que vous prenez ce risque au sérieux? Mais disons que ce risque peut toujours exister, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y est. Mais le coup d'État n'est jamais une question technique. C'est toujours une question politique. Et nous savons que les conditions les conditions actuelles au Niger, les conditions d'expression démocratique, de fonctionnement de nos institutions, la solidité de nos institutions est telle que nous ne pensons pas que le peuple nigérien ait un sentiment de rejet au point où cela créerait des circonstances favorables à un putsch. Ce qui s'est passé au Mali, les 2-3 putschs qu'il y a eu depuis 2012, c'est la faillite totale de l'État face à un pays qui a perdu le 2/3 de son territoire. Au Burkina Faso, c'est aussi un pays, vous savez bien que le président Roch Kaboré, on ne lui reproche même pas la corruption, le népotisme ou quoi que ce soit. C'est la faillite, l'incapacité, l'occupation, la perte de contrôle pratiquement du nord et de l'est de son territoire qui a fait que cette armée elle-même qui était sur le front est venue prendre le pouvoir en disant que c'est en prétextant de l'incapacité d'assurer la sécurité. Chez nous, au Niger, il n'y a pas de sanctuaire terroriste dans notre pays. Voilà pourquoi nous ne partageons pas les mêmes situations que le Mali, qui n'a pas de contrôle sur les 2/3 de son territoire, ou que le Burkina, où il y a eu un effondrement, il faut le dire réel, du nord de ce pays. Et c'est les mêmes armées qui ont échoué, qui viennent prendre le pouvoir. Je ne sais pas si elles pourront répondre à la guerre qu'elles n'ont pas pu mener hier. Donc voilà. Ce pouvoir au Mali, pour vous, Monsieur le Président, il est illégitime, il doit se retirer, et pourtant, il est populaire auprès des populations. Comment vous l'expliquez ? Je ne suis pas sûr qu'il soit populaire. Comment peut-on savoir qu'il soit populaire? Moi, mais il n'y a pas de grandes manifestations. Oui, mais ça aussi, on peut savoir comment ça se passe. Vous savez, dans le contexte de nos pays qui ont été fatigués par des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a un grand désenchantement aujourd'hui.
et puis une certaine fatalité à laquelle se soumettent les citoyens. Si surtout par ailleurs on prend la précaution de leur dire que même si vous êtes malade, vous pouvez mourir en prison, je pense que c'est de cette façon plutôt qu'il faut comprendre les choses. Le président du Ghana a évoqué la société Wagner dans un entretien avec Anthony Blinken. Nana Akufo-Addo a dit que les hommes de Wagner peuvent en tout cas maintenant descendre au Burkina et qu'une mine juste à la frontière avec le Ghana peut être exploitée par Wagner. Est-ce que d'abord vous confirmez cette information? Mais je ne peux pas confirmer, certainement qu'il a plus d'informations que nous. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas encore. Mais je pense que c'est une information vraisemblable. Vous avez quand même une frontière, vous, avec le Burkina. Est-ce que le fait qu'il puisse y avoir prochainement des éléments de Wagner à votre frontière, ça vous inquiète? Évidemment, ça nous inquiète parce que nous n'acceptons pas de mercenaires dans notre espace. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. Nous considérons que c'est une menace pour la démocratie et pour les institutions de la région. Le capitaine Ibrahim Traoré est allé en déplacement. Déjà, il ne s'est pas encore rendu au Niger. Pourtant, vous êtes des pays très proches. Pour vous, il montre clairement le choix de ces nouvelles alliances et vous n'en faites pas partie. Pour le moment, sa trajectoire n'est pas celle que nous souhaitons. C'est pour ça que j'appelle les autorités burkinabées à se ressaisir, à venir dans cet espace-là, conformément aux engagements qu'ils ont pris avec la CEDEAO et à avoir des relations sereines avec leurs voisins. Mais vous avez des relations avec le Burkina? Vous avez des échanges? Là, non. On avait commencé à avoir une coopération militaire avec l'armée burkinabé avant le coup d'État, mais jusqu'ici, nous sommes dans une situation d'attente. Les relations sont revenues à un niveau zéro, mais le Burkina occupe encore une place plus centrale que le Mali. Si le Burkina s'effondre, malheureusement, les signes sont là, annonciateurs. C'est carrément le golfe de Guinée qui est menacé. C'est une situation très sérieuse à prendre avec beaucoup d'inquiétude. Il faut que la CEDEAO considère que le Burkina est une préoccupation numéro 1 pour notre espace. Vous savez, nous avons traité les militaires maliens comme nous traitons les militaires burkinabés en ce moment. Souvenez-vous, quand c'était le président Bandao, c'était les militaires qui étaient au pouvoir. Et nous avions des relations tout à fait normales avec eux. C'est lorsqu'ils ont fait le deuxième coup d'État et qu'ils ont décidé que les élections ne sont pas une priorité, qu'ils se sont écartés des engagements. Notre vœu aurait été que nous coopérions de la même façon que nous le faisons avec les Burkinabés. Ils sont nos voisins. Il y a une situation de fait que nous avons prise en compte et qui commande justement que nous coopérions pour que nous nous protégions mutuellement, que nous nous renforcions mutuellement et que nous nous renforcions contre nos adversaires qui sont les mêmes. Est-ce qu'on peut combattre le terrorisme qui est dans la région du Liptako là-bas, entre le Burkina Faso, le Mali, la région de Ménaka, sans avoir de coopération avec les autorités maliennes et les autorités du Niger? J'ai l'impression que c'est des gouvernements qui ne disent pas du bien, des noms d'oiseaux et tout, alors que l'essentiel, c'est la lutte contre le terrorisme. Est-ce que le Niger peut se battre dans cette région sans le Mali et sans le Burkina Faso? Bon, on a tenté le G5 Sahel, mais ça n'a jamais été tout à fait efficace. Mais vous n'aviez pas d'argent aussi pour le G5 Sahel. Mais pourquoi on n'a pas d'argent? Comment peut-on planifier quelque chose pour lequel on n'a pas d'argent? C'est trop facile de se défausser sur l'extérieur. Je pense que si on était rigoureux et que le G5 Sahel pouvait servir de base d'une belle coordination, nous nous serions donné les moyens de faire en sorte... Il est devenu moribond parce que le Mali est sorti. Oui, mais même quand le Mali était dedans, il faut faire l'évaluation quand même. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un contingent tchadien, de bataillons tchadiens qui était venu au Mali, mais ils n'avaient pas de vis-à-vis malien dans la zone. Ils ont été obligés de se replier au Niger, rester un certain temps à Terra, puis retourner chez eux. Combien de fois nous avons planifié des opérations conjointes qui n'ont jamais eu lieu? Je pense qu'il y a des États qui ont toujours été faibles. C'est en 2011 que nous avons programmé notre première opération transfrontalière que nous avons appelée Malibéro entre le Mali et le Niger. En octobre 2011, nous avons mobilisé nos 2 bataillons, mais en face, il n'y a rien eu du côté du Mali. Et depuis lors, la situation du Mali n'a continué qu'à se dégrader.
Regardez les difficultés que le Mali a aujourd'hui à mettre en œuvre l'accord de paix. Donc je pense que le Mali est dans une situation de grande difficulté depuis longtemps. Or, le terrorisme, c'est au Mali. Et pour l'aider, la CEDEAO prend des sanctions contre le Mali. C'est pour les aider alors. C'est pour les aider? Oui, quelqu'un qui a de grandes difficultés, on ne prend pas des sanctions contre un pays comme ça. Washington s'engage un peu plus dans le dossier malien. Les États-Unis ont signé lundi un accord avec Niamey. Objectif, permettre à du personnel militaire américain d'être stationné au Niger pour mener des actions antiterroristes au Mali. Selon des sources nigériennes, les États-Unis prépareraient notamment l'installation d'une base de drones de surveillance pour mieux contrôler les activités des groupes djihadistes au Sahel. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Niger qui a conclu un accord militaire avec les États-Unis. C'est un accord très important et nous sommes en train de définir avec eux quel sera exactement le type de la présence militaire américaine au Niger. Les modalités de cette présence n'ont pas encore été définies. D'après le New York Times, quelques 300 militaires américains seront déployés à terme sur cette station de surveillance. Selon un haut responsable américain qui a requis l'anonymat, des troupes conventionnelles et spéciales seront aussi déployées pour conseiller les militaires nigériens sur les questions de sécurité à la frontière. Des sources nigériennes ont-elles précisé que les drones seront positionnés dans le nord du pays, dans la région désertique d'Agadez à la frontière avec le Mali, l'Algérie et la Libye. Par contre, les États-Unis n'auront pas la possibilité de lancer des attaques aériennes à partir du territoire nigérien, puisque les drones ne seront pas armés. Depuis le début de l'intervention française au Mali, les États-Unis fournissent une aide logistique mais pas de troupes au sol. Washington a fait preuve de prudence face à l'opération Serval. Léon Panetta, le secrétaire à la Défense, avait dans un premier temps refusé de s'engager sur le ravitaillement aérien des avions français. Les États-Unis ont depuis accédé à cette demande de Paris. Nous sommes en consultation constante avec les Français sur leurs activités au Mali. Notre soutien concerne plusieurs domaines, l'échange d'informations, le partage de renseignements, de ravitaillement et le transport aérien. Par ailleurs, comme nous l'avons indiqué samedi à la suite d'un appel téléphonique entre le secrétaire à la Défense Léon Panetta et son homologue français Jean-Yves Le Drian, nous soutenons l'effort international en fournissant le transport aérien vers les pays de la région, y compris le Tchad et le Togo. Finalement, les députés nigériens ont fait leur choix. À main levée ce vendredi, ils ont décidé d'autoriser la présence de forces étrangères sur le territoire national. En clair, la présence de militaires français de la force Barkhane engagée dans la lutte contre les combattants djihadistes au Sahel. Le retrait prochain des forces Barkhane et Takuba du Mali constitue un facteur important d'aggravation de la situation sécuritaire, a expliqué le Premier ministre venu défendre ce vote. Ces implantations des forces concernées et les règles de leur engagement feront l'objet d'accords conformes aux dispositions constitutionnelles et légales de notre pays. L'approbation était attendue car le parti au pouvoir du président Bazoum possède une large majorité. Il y a eu 131 voix pour le texte et 31 contre. Néanmoins, les débats ont été vifs avec des opposants dénonçant un abandon de souveraineté. Le peuple nigérien n'a pas été respecté. Aujourd'hui, on nous impose des forces étrangères sur notre territoire sans que nous en connaissions les contours de l'accord qui nous lie à ces forces étrangères. Aujourd'hui, notre loi fondamentale qui est la Constitution a été mise de côté de manière à ce que le pouvoir puisse faire un passage en force. Les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux au Niger. Récupérées et vérifiées par l'équipe de TV5 Monde qui s'est rendue sur place à Terra ce dimanche, cette première vidéo montre les camions de l'armée française immobilisés. Des barrages ont été dressés en travers de la route, comme à Kaya au Burkina Faso il y a 10 jours. Plusieurs centaines de personnes veulent empêcher le convoi de traverser leur ville. Une deuxième vidéo, tournée plus tard, selon les habitants de Terra. On y voit un homme blessé, transporté par la foule, embarqué dans une ambulance, et ces manifestants qui apostrophent les soldats français. Mais si c'est vous, est-ce que vous acceptez comme ça là? Vous n'avez pas tiré. Que
Que s'est-il exactement passé samedi matin à Terra? Ce qui ne fait aucun doute, c'est que la manifestation a dégénéré. 2 morts, 18 blessés dont 11 graves. Le bilan fourni par le ministère nigérien de l'Intérieur en atteste. Notre équipe n'a pas pu entrer à l'hôpital pour rencontrer les blessés filmés ici par leurs proches, mais les témoignages que nous avons pu recueillir à Terra accusent l'armée française. Mon petit frère est une des victimes. Il avait 23 ans. J'étais sur place depuis le matin et aucun de nos militaires n'avait donné l'ordre de tirer. Je peux vous assurer que ce sont les militaires français qui ont tiré les gaz lacrymogènes et les coups de feu. C'est les Français même qui nous ont tirés. Ils ont dit que ce n'est pas eux, c'est les gendarmes du Niger qui leur tirent. C'est faux, ce n'est pas vrai. Voici maintenant d'autres images fournies par l'armée française. Elles sont donc filmées du convoi. On y voit certains manifestants s'en prendre au camion. Les soldats tirent des grenades lacrymogènes, puis effectuent des tirs de sommation. Un avion intervient même en rase-motte en éjectant ce qui ressemble à des leurres. Objectif apparent, dissuader et disperser la foule. On entend un militaire parler d'une opération classique de maintien de l'ordre. Comment expliquer alors ces 2 morts et ces blessés? Hama Amadou est de nouveau derrière les barreaux. Ici, à la prison de Filingué, à 180 km au nord de Niamey. La même où il a purgé la première partie de sa peine jusqu'en 2016. Pour l'instant, ni le parti de l'opposant ni ses avocats ne souhaitent réagir à cette nouvelle incarcération. Ses partisans, eux, sont optimistes pour la suite. Nous trouvons que c'est une très bonne chose pour la bonne marche de la politique nigérienne. Si vraiment il y a une entente entre les grands politiciens nigériens, et nous on ne peut que se jouir de ça. Hama, c'est notre grand leader, c'est notre président. Le fait de s'être constitué prisonnier est certainement un acte bien réfléchi, car ce n'est pas quelqu'un qui agit au hasard. Hama Amadou, comme il l'avait annoncé, se serait en effet mis à la disposition de la justice, en répondant à une convocation des autorités. Il est rentré jeudi dernier dans son pays, après plus de 3 ans d'exil. L'affaire pour laquelle il est incriminé remonte à 2014. Emprisonné une première fois en 2015, il est autorisé à quitter le Niger et sa prison pour raison de santé en mars 2016. Il part alors se faire soigner en France. Il est définitivement condamné en appel et par contumace à 1 an de prison en 2017 pour recel d'enfants dans le cadre d'un trafic de bébés avec le Nigeria. Ancien allié du chef de l'État Issoufou, devenu son principal opposant, Hama Amadou a toujours dénoncé un procès politique. Seule une grâce présidentielle pourrait lui permettre de ne pas aller jusqu'au bout de sa peine de prison. Hama Amadou a été désigné une nouvelle fois l'été dernier par son parti, le MODEN, candidat pour la présidentielle de décembre 2020. Mais est-ce que vous pourriez envisager des mesures coercitives pour réduire le taux de fécondité, le taux de natalité par rapport à... Non, dans le contexte d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un pays, sauf peut-être quelques rares cas... Il y a eu la Chine. Il y a eu la Chine, oui, la Chine était dans un contexte de grand bouleversement sociétal. Il y avait un parti unique qui avait justement tous les instruments en main. Quel taux de croissance démographique est supportable pour le Niger? Écoutez, le taux de supportable, c'est celui qui peut nous permettre d'envisager une transition démographique. Donc, même avec un taux de 2,5%, on amorce la transition démographique. Même avec un taux relativement plus élevé, de 2,6, 2,7%, nous serions dans une transition démographique. Au lieu de 7 à peu près aujourd'hui. Comment? Au lieu de 7? Non, aujourd'hui, nous sommes à 3,9, un 7, peu... c'est le taux de fécondité. C'est le taux de fécondité, c'est le taux moyen synthétique d'enfants par femme. Et le taux de natalité, c'est 3... Voilà, c'est 3,9. Ces derniers temps, les statistiques font état d'une relative baisse. D'ailleurs, au moins 10 soldats sont morts dans une embuscade tendue par un groupe de terroristes armés dans le sud-ouest du Niger. Les troupes étaient en patrouille près de la frontière malienne dans le nord du département de Bani Bangou, a indiqué samedi le ministère de la Défense. Le bilan de l'attaque de vendredi pourrait s'alourdir. 16 personnes sont toujours portées disparues et 13 soldats ont été blessés.
Le communiqué indique également que plusieurs assaillants ont été tués au cours des combats, mais ne précise pas leur nombre. L'attaque a eu lieu dans la vaste région occidentale du Niger, Tillabéri, qui est à cheval sur le Burkina Faso et le Mali. Ces deux pays sont frappés par l'insurrection djihadiste et subissent des attaques répétées depuis 2017 par des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. La semaine dernière, des assaillants lourdement armés ont pris d'assaut un camp de réfugiés qui ont fui le Mali dans la zone voisine de Taoua. Selon les Nations Unies, plus de 61 000 réfugiés maliens sont hébergés à Taoua et à Tillabéri. On a appris la libération de 9 prisonniers considérés comme des chefs terroristes. Ils appartenaient notamment, vous venez de le citer, au groupe Boko Haram. Vous avez dit que vous recherchiez la paix et la réconciliation dans les villages, vous venez d'en parler également. Vous les avez reçus, ces chefs terroristes, au palais présidentiel. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? On va un peu clarifier les choses. D'abord, non, avec Boko Haram, nous n'avons jamais eu de démarche qui consiste à créer les conditions d'un quelconque dialogue, parce que Boko Haram est un phénomène typiquement nigérien. Et lorsque des Nigériens sont impliqués dans Boko Haram, ils restent avec des statuts vraiment d'exécutants. Nous n'avons jamais pu percevoir d'acteurs qui étaient dignes que nous leur disions est-ce que nous ne pouvons pas dialoguer et les inviter au dialogue. Ce que nous faisons avec Boko Haram, c'est de créer un rapport de force qui puisse avoir pour effet la démobilisation des soldats. Un rapport de force militaire ? Un rapport de force militaire, oui. En revanche, j'ai dit à l'occasion d'une conférence que j'ai animée ici à Niamey que j'ai libéré des terroristes, des présumés terroristes. Mais ce n'étaient pas des chefs non plus. Ce sont des personnes, j'ai veillé lorsque, dans le cadre du dialogue que nous avons noué avec certains de nos compatriotes mobilisés dans le rang de l'EIGS au Mali, l'État islamique au Grand Sahara, ils ont demandé la libération de certaines personnes. Mais nous avons mis un point d'honneur pour que ne soient libérées que des personnes et qui n'aient pas été arrêtées au combat, qui n'ait pas des mains tachées de sang des militaires ou des civils nigériens. D'état-major général des armées nigériennes, cette rencontre avec son homologue malien, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, et le chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Salifou Modi, deux militaires de terrain qui ont eu à partager ensemble de nombreuses opérations le long de nos deux frontières. Abdul Karim Kaba nous en parle. Renforcer les liens de coopération, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, tel est l'objet de cette visite du chef d'état-major général des armées nigériennes. Après les honneurs militaires, les deux délégations ont eu une séance de travail. Consolider les acquis au long des frontières communes, c'est de cela qu'il a été question. Cette rencontre, c'est encore une nouvelle occasion de raffermir nos liens de coopération, surtout dans le domaine militaire, dans le domaine de la formation, dans le domaine des opérations, et aussi échanger sur les opérations que nous menons ensemble. Comme vous le savez, nous avons affaire à un ennemi commun qui est le terrorisme. C'est toujours que nous puissions poursuivre notre coopération militaire, que nous puissions continuer nos opérations sur le terrain, puisque nous faisons partie d'un cadre, le cadre du CEMOC, qui veut que nous puissions redynamiser les patrouilles le long de notre frontière commune. Et le Niger, le SEMA du Niger et le président du CEMOC. Le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhardt, s'est entretenu ce matin avec son homologue nigérien, le général Salifou Modi, ainsi qu'avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Il s'est ensuite rendu à Oualam, dans la zone dite des trois frontières, où les forces armées nigériennes, appuyées par l'armée française, sont engagées au sein de l'opération Al-Maou, qui lutte contre l'expansion de groupes djihadistes au Niger.
Cette visite était l'occasion d'échanger au sujet du partenariat militaire entre le Niger et la France, un partenariat qui se veut complémentaire et plus discret à l'heure où la présence de l'armée française redéployée au Niger continue ici de faire débat au sein de la société civile ainsi que sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, près de 3000 militaires français qui appartenaient jusqu'alors à l'ancienne opération Barkhane sont déployés au Sahel entre le Niger et le Tchad. Cette visite intervient également 2 jours après celle du chef d'état-major des armées nigériennes, le général Salifou Modi, au Mali. Un déplacement au cours duquel il s'est entretenu avec son homologue malien sur le problème de la coopération transfrontalière entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, aujourd'hui au cœur du conflit au Sahel. La visite de travail effectuée à Bamako au mois de mars par le chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Salifou Modi, a décidément laissé des traces à Niamey. La rencontre à Assimi Goïta Salifou Modi a été mal digérée au point de coûter son poste au général de division Salifou Modi, remplacé par le général de division Abdou Sidikou par le président nigérien Mohamed Bazoum. Pour Niamey, le remplacement de Modi Salifou est tout sauf une sanction. Cependant, tout laisse à croire d'ailleurs au regard des faits que clairement il y aurait donc des sous-entendus derrière. La coopération aujourd'hui militaire entre Niamey et Bamako doit-elle être remise en cause au regard notamment de ces nouveaux faits? De quoi doit être qualifié clairement ce décret présidentiel rendu public et actant notamment le remplacement du général Salifou Modi juste après sa rencontre avec le colonel Assimi Goïta. Nous parlons bien sûr de ce décret présidentiel actant donc le remplacement du général de division Salifou Modi, ancien chef d'état-major des armées du Niger. Une décision présidentielle qui tombe juste après son déplacement du côté de Bamako au mois de mars. On se souvient de ce renforcement de la coopération militaire entre Bamako et Niamey. À la baguette, il y avait donc ce général de division, le général Salifou Modi. Entre-temps, quelques jours seulement, quelques semaines après donc son déplacement du côté de Niamey, ce dernier a été remplacé par le président du Niger, Mohamed Bazoum. Que cache ce remplacement aujourd'hui? La coopération militaire entre Niamey et Bamako peut-elle être remise clairement en cause aujourd'hui alors que des résultats ont été observés sur le terrain ces dernières semaines, suite notamment au renforcement de cette coopération en question? Communiqué numéro 1. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Réaffirmons notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Fait à Niamey le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Et Emmanuel Macron suit les préconisations de la CEDEAO, il adopte les sanctions et il dit oui, et il est prêt à aider à une intervention militaire. Ça a été l'erreur magistrale qu'il ne fallait pas commettre parce que toutes les populations se sont soulevées. Elles ont soutenu ce coup d'État parce que l'élection de Mohamed Bazoum n'avait été ni libre, ni crédible, ni transparente. Elles n'en pouvaient plus de ce système qui était porté depuis 10 ans par Mamadou Issoufou et par Mohamed Bazoum et qui était un système où il n'y avait pas beaucoup de ruissellement entre le haut et le bas et que c'était d'une part et qui n'était pas un système non plus très démocratique et même plutôt liberticide. Et donc, elles ont soutenu le coup d'État, et plus on leur promettait la guerre, et plus elles soutenaient le coup d'État, et plus on leur mettait des sanctions, et plus elles soutenaient le coup d'État, ce qui fait que les militaires se sont retrouvés avec une légitimité populaire et une ferveur populaire, qui fait qu'on ne pouvait plus ils ne pouvaient plus partir. C'est un soulagement pour le peuple, pour la population qui a tant souffert. Nous l'apprenons avec vraiment beaucoup d'enthousiasme.
Et vraiment, c'est l'occasion pour tous les peuples nigériens de vraiment être conscients de ce qui s'est passé et vraiment d'apporter leur soutien vraiment au CNSP. Je soutiens les militaires qui ont pris le pouvoir. Je pense que tout ne sera pas politisé comme avant. Ce que nous attendons de ce nouveau pouvoir, c'est de régler en première position les problèmes d'insécurité vers Telabéry, au nord et vers Difa. Il y a un problème d'insécurité qui est là. Il y a des militaires qui meurent, il y a des civils qui sont tués. Nous sommes très satisfaits et nous encourageons nos FPS. Là où nos hommes dorment sur les arbres pour essayer de fuir ces attaques terroristes. Vraiment, nous remercions nos FDS et nous les encourageons et il faut que vraiment qu'ils nous fassent justice. Mais ces institutions-là, le Niger ne les appartient pas. C'est notre pays. C'est à nous de gérer le problème de notre pays. Au moment où on tuait nos parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit. Pendant qu'à regarder leur aide, on va survivre. Alors, tout au long de la vidéo, nous avons constaté qu'avant le 26 juillet 2023 et avant 2023, de nombreux événements se sont passés au Niger. Nous avons constaté que la relation entre le Niger, le Mali et le Burkina ne fut pas bonne, comme actuellement en tout cas. Nous avons aussi constaté que l'arrivée sur le sol nigérien de puissances étrangères n'a pas plu aux populations. En plus de cela, nous avons constaté que le 26 juillet, les populations ont pris le gant du CNSP. Dans les commentaires, dites-nous s'il y a d'autres événements qui ont eu de l'influence ou qui ont facilité l'arrivée au pouvoir du CNSP, mais qui n'ont pas été marqués dans cette vidéo. Dites-nous aussi ce que vous pensez de la création de la Confédération des États du Sahel. Est-ce la réalisation d'un rêve que de nombreux Africains avaient depuis de nombreuses années? Dites-nous ce que vous pensez de tout cela. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce pour le like et à partager. On se retrouve très bientôt ici sur Visite l'Afrique.